Bonjour, je m'appelle Jean-René Petignin, ancien animateur de radio et puis aussi fondateur d'une régie publicitaire. Donc pendant bien des années, j'ai été baigné dans le milieu de la radio locale dès 1984, donc ça fait déjà quelques années. Dans le Jura. Dans le Jura. Salut Jean-René. Salut. Jean-René dit JR, évidemment. Bon, ça c'est un peu facile, mais c'est dès l'enfance qu'on a dit tiens Jean-René JR, ou bien non, c'est venu après? Non, pas du tout. C'est venu vraiment au niveau du début de la radio en 1984. C'était encore l'époque un petit peu du feuilleton Dallas. Ça m'a pas forcément rendu extrêmement sympathique, mais avant on m'appelait pas du tout comme ça. Mon surnom c'était Cacrel. Ah bah oui. Pourquoi ? Parce que je suis né au restaurant de la Cacrelle, sur les hauteurs des Rangiers, dans le Jura. Et puis en fait, j'ai joué au football. J'ai fait plusieurs années de football, différentes ligues. Et je pense que le surnom Cacrelle m'est venu de l'école, en fait. Parce que la première fois que je me suis rendu à l'école à Port-Rentruy, on m'avait demandé mon nom. Alors je m'étais présenté. Et on m'avait demandé où est-ce que j'habitais. Et j'avais dit la Cacrelle. Et là, il y a un gars qui dit « Ah, Cacrel », et c'est resté comme ça. Puis, on m'a appelé comme ça jusqu'en 1984. Ah, les souvenirs les plus lointains, c'était peut-être l'époque où j'avais commencé à jouer de l'accordéon, j'avais 6 ans. Et j'avais pris des leçons chez un maître accordéoniste qui était Gilbert Hofstetter, qui habitait à Port-Rentruy. Et je me souviens que ma mère me conduisait pour des leçons et je ne connaissais rien à la musique, je ne connaissais pas le solfège. Et en fait, Gilbert Hofstetter m'avait appris l'accordéon d'oreille. Alors c'était terrible parce qu'en fait, ma mère assistait au cours, en guillemets, essayait de se rappeler, mais me faisait travailler sans aucune partition, parce qu'encore aujourd'hui, si tu me présentes une partition, je ne sais pas de quel côté la tourner, en quelque sorte, pour être un peu trivial dans l'expression. Alors, j'apprenais à jouer de mémoire. Donc ça s'est assez bien passé. Et un jour j'ai été invité par mon oncle à Bienne. C'était à une soirée des postiers, je me souviens toujours. Et on m'avait fait jouer de l'accordéon à cet âge-là. Et je me souviens, j'avais reçu une paire de patins à roulettes. Ça, c'est un des plus vieux souvenirs que j'ai. Mais ça me fait penser à une anecdote. La première fois que j'étais sélectionné en équipe suisse junior, je suis allé jouer à Hymen-Brücke, je me souviens toujours. Et lorsque je suis arrivé sur le terrain, bon, évidemment, on m'a mis un maillot de l'équipe nationale. Alors c'était un vieux maillot gris-noir, il a été noir, mais il était gris cette fois-là. Il a été lavé plusieurs fois, mais avec la croix sur l'estomac. Et lorsque je suis arrivé, le premier shoot goal, deuxième shoot goal. Ah ouais. Donc j'avais pas encore touché le ballon, j'avais déjà... C'était déjà 2-0 pour les autres, ouais, d'accord. On avait fini par gagner 3-2, mais ça c'est un souvenir que je n'oublierai jamais, quoi, vraiment. T'avais une entrée en matière, boum boum, ouais. Ouais. Premier shoot goal, deuxième shoot goal. Ouais. Enfin, ça marque son nom. J'ai dans la main un 45 tours. Alors les plus jeunes ne savent pas ce que c'est, mais c'est du vinyle. Effectivement, j'ai un 45 tours là dans la main. Chante-en voir déjà, juste comme ça, là, un petit peu, tu sais, j'ai le cœur en détresse, je t'envoie sans cesse, tu es parti si vite, et c'était il y a 25 ans, tu vois si j'ai retenu, Ouais, 1988. Chante un petit peu, chante en même temps. Ah non, ça je peux pas, mais je pense non, mais si vous allez l'écouter tout à l'heure, ça sera mieux. On va l'écouter, t'inquiète pas, mais fais-moi un petit peu comme ça. Je connais plus de chansons, mais ça, j'ai le cœur en détresse. J'envoie sans cesse des SOS. Enfin, qu'est-ce que ça a fait frémir à l'époque? Je sais pas si ça a fait frémir. En tout cas, moi, ça m'a donné une belle expérience parce que j'ai le cœur en détresse. Je t'envoie sans cesse des SOS. Tu es parti si vite, plus rien n'est beau quand on se quitte. Tu n'as laissé derrière toi que le soupir de ta voix qui me disait aime-moi. non, c'était plus simple que ça. Je me disais, bon, je passais des disques et je me disais, bon, ben voilà, j'aimerais bien voir comment ça se fabrique. Et j'avais rencontré Christian Albrecht qui à l'époque faisait pas mal de choses. Et je lui dis, bah, je ferais volontiers un disque, mais moi je suis pas un chanteur. Je sais que j'ai pas une voix pour chanter. Et il écoute, il me dit, bon, vas-y, ta tessiture de voix, c'est comment? Puis je dis, bah, tu vois, c'est entre midi et midi 5, il faut pas imaginer que je peux chanter comme toi. Et il me dit, bon, écoute, on essaie de faire un truc. Et puis il me propose un texte que je retouche parce qu'il me plaisait pas trop. Et puis il me dit, bon, écoute, voilà. C'est lui qui a fait le texte de base alors? Ouais, qui a fait faire, enfin.
autre chose. Ouais, c'est sûr, je pense qu'il l'a fait faire, et puis bon, ça me plaisait pas trop, on l'a retouché un peu, ce qui veut pas dire qu'il va rentrer, disons, dans les plus standards de la dans les 100 plus grandes chansons du siècle. Mon idée c'était de dire j'aimerais savoir comment ça se fabrique un disque, et là il me dit bah écoute, je peux te trouver ça va te coûter tant, et puis on va le faire, mais pas chez des branquignoles, on va le faire chez Jean Costa, qui n'était autre que le chef d'orchestre de Johnny Hallyday à l'époque. C'était quand Johnny Hallyday avait son orchestre de cuivre, c'était un des cuivres de l'orchestre, c'était le chef d'orchestre de Johnny. Et en fait, il me dit un jour, bah écoute, on va enregistrer ce disque. Il m'avait fait travailler quand même un petit peu. Je me souviens quelques matinées dans une maison privée du côté de Courandlin. Et puis, quand il a pensé que j'étais prêt à le faire, il me dit on va à Draguignan chez Jean Costa, puis on va enregistrer ça. Alors on prend le rendez-vous, moi je pars, puis je me retrouve à Draguignan et j'arrive dans le... Donc un studio professionnel. Ouais, j'arrive, la première chose que je vois c'était des disques d'or de Sardou, de Johnny Hallyday qui étaient posés là. Et je me dis, bon bah, écoute, ici il faudrait y aller. Alors bon, Jean Costa, personnage très sympathique. On commence et je me dis, bon, s'il rigole quand je pose la voix, je m'en vais. Voilà. Et j'arrive dans le studio, on commence, bon, ça se passe plutôt bien. Puis bon, il y a une partie qui est parlée, hein, c'est pas que chanté. Alors là, évidemment, pour la prise de son de ce qui était parlé, c'était une prise. Pour le reste, ça a été un tout petit peu plus long. Puis en fait, ça a fait 2 jours de travail, 3 jours, et le disque est sorti quelques semaines plus tard. Tu es aussi d'accord avec ça, qu'elle a un peu disparu, la radio qu'on faisait avant? Oui, je pense qu'elle a effectivement disparu. On peut trouver ça dommage. Moi, personnellement, je trouve un peu, oui, parce que j'aimais bien cette radio qui était très proche des gens. Le cœur du Jura qui bat, c'était le premier slogan. Votre radio, c'est... Mais je crois que finalement, c'est l'évolution des choses. Je ne suis pas sûr que c'est toujours une très bonne évolution, mais c'est comme ça, on est obligé de s'en rendre compte. Alors, on ne va pas faire ancien combattant, mais c'est vrai qu'il y a quelques petits regrets souvent. J'essayais d'imaginer que je parlais à des gens qui écoutaient, et ça m'arrivait quelquefois de dire, je sais pas, je faisais une émission le matin, il était tôt, j'étais pas vraiment à lève-tôt, et puis je disais, bon ben voilà, il est 6h29, si votre réveil doit sonner à 6h30, il vous reste 1 minute à dormir. Et souvent, dans la journée, je disais, tiens, vous avez à nouveau mis de la confiture sur votre chemise. Et un jour, j'arrive dans un garage, 1 heure après avoir dit ça, et il y a un gars qui était sous une voiture et qui me dit, mais c'est quand même fou, ce matin j'ai justement fait ce que tu m'as dit, et je me suis dit, mais ça y est, il est dans la cuisine. Et je crois que c'est ça, c'est essayer d'imaginer qu'on parle à quelqu'un, et puis essayer de se mettre dans une situation qui pourrait lui arriver, et je crois qu'à un moment donné, la communication passe, et puis je crois que les choses sont faites, sont dites. Et souvent, il y avait des réactions téléphoniques de gens qui donnaient aussi leur avis sur soit un gag qu'on avait envoyé à l'antenne, soit une réflexion qu'on avait pu faire, et même quelquefois des bonnes leçons. Moi, ça m'est eu arrivé de me moquer une fois de Mireille Mathieu. Et j'ai reçu, dans la minute qui a suivi, un téléphone où on m'a vraiment engueulé en me disant mais si vous n'aimez pas, ne la passez pas. Et je crois que la personne avait tout à fait raison, donc ça remet un petit peu l'église au milieu du village assez vite. Ça vient aussi d'émissions de télévision que j'ai vues quand j'étais gamin. Par exemple, il y avait une émission sur la télévision française à l'époque où on prenait un auditeur, un téléspectateur, on l'enfermait dans une voiture, on le conduisait à 150-200 km de son lieu de domicile, on l'amenait dans une chambre d'hôtel, et puis je me souviens très bien, il y avait la caméra, il y avait une chambre d'hôtel, un téléphone, un bureau, et le gars était derrière son téléphone avec l'annuaire de la région, et il avait 1 heure ou 1 heure et demie pour dépenser une somme assez importante, en dehors des heures évidemment d'ouverture des commerces, et le gars devait dépenser cette somme et faire en sorte que le commerçant qui avait vendu la marchandise qu'il avait achetée arrive dans les délais dans la chambre d'hôtel avec la facture pour attester qu'il avait bien pu acheter le truc. Et c'était fou parce que quand tu appelles un bijoutier, un horloger à 22h le soir et que tu essaies de lui acheter une montre pour un certain montant, il fallait décider, il fallait convaincre, le type n'était pas connu du tout, donc il fallait faire venir le mec le soir dans une chambre d'hôtel avec une facture, et souvent c'était assez difficile à faire et c'était un défi. Et je me suis dit pourquoi pas adapter ça à la région, c'est devenu Joker. Après il y avait une chasse au trésor aussi où on avait caché dans un bocal un bon 6 000 francs, je me souviens toujours, d'un bijoutier,
Et on avait caché ça en plein milieu d'une forêt, dans un trou qui était caché par des cailloux. Et il a été recherché pendant 8 mois. Et un beau jour, une dame est arrivée avec encore plein de terre. Elle était pleine de terre parce que c'était au milieu de la forêt à Béton-Mer où elle avait trouvé ce bocal. On s'est toujours demandé comment elle a pu faire ça. Mais en fait, c'était la chasse au trésor. Et on avait caché plusieurs trésors, plusieurs fois de suite. Et on avait d'ailleurs donné des indices, évidemment. Et on s'était rendu compte que, par exemple, il y avait un chemin qui avait été complètement labouré par des gens le samedi avec des pelles qui allaient, qui faisaient des trous parce qu'ils pensaient que le trésor était enfoui à cet endroit.